bonjour à toutes, bonjour à tous. On est très heureux de vous accueillir ici pour effectivement cette édition 2022 de l'Human Tech Days. Alors on va situer le contexte, quel beau contexte d'ailleurs, puisque nous sommes au cœur de la ville de Blois, sur la place de la Halle aux Grains. On est vraiment sous le soleil pour le coup. Il y a de la végétation, un très joli parc, voilà pour le petit cadre, la carte postale. Donc en effet, comme l'a dit mon camarade à l'instant, les Human Tech Days, eh bien, c'est l'événement qui laisse la part belle à l'actualité numérique de la région Centre-Val de Loire. On y parle économie, formation, innovation. Et donc c'est à Blois que nous sommes cet après-midi. D'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que c'est à Blois que vous pouvez visiter le très beau château royal avec cette architecture française qui s'étale sur 5 siècles, du XIIIe jusqu'au XVIIe siècle. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'on va parler de valorisation du patrimoine. C'est en substance ce qui nous amène aujourd'hui, tout au long de cette tournée, valoriser le patrimoine grâce au développement du numérique. On va faire la corrélation entre l'apport des nouvelles technologies et la mise en exergue de nos édifices patrimoniaux. Et inutile de rappeler qu'effectivement, en région Centre-Val de Loire, nous sommes plus que gâtés à ce niveau-là. Voilà pour la petite histoire. Sachez que nous sommes ensemble tout au long de cet après-midi avec 4 conférences. J'aurai le plaisir d'accueillir différents intervenants et intervenantes jusqu'à 18h30. Et vous pouvez nous suivre en direct sur les réseaux sociaux, comme on l'a précisé tout à l'heure, la page Facebook Human Tech Days. Voilà, vous tapez ça sur la barre de recherche Facebook. Vous pouvez liker, commenter, partager. Sur YouTube également, la chaîne spéciale, ou encore sur le site internet officiel, humantechdays.fr. Voilà, et puis le public qui est là avec nous peut effectivement mettre son casque pour suivre cette conférence. Nouveaux métiers, nouvelles pratiques pédagogiques au service de la valorisation du patrimoine. Voilà ce dont il est question tout de suite. Il est précisément 14h40. Pour en parler, je vous propose d'accueillir Elena Pirazzo. Voilà, je l'ai fait en italien. Bonjour Elena. Parfait, merci. Bonjour. Je dis ça parce que vous êtes italienne. Donc, italienne. J'avais dit que je tenterai le coup en italien. J'ai peut-être un petit peu d'amélioration à voir sur l'accent, mais je compte sur vous pour m'aider. Ça tombe bien puisque vous êtes professeur en humanité numérique, c'est bien ça, Elena. Vous faites partie du campus des métiers et des qualifications d'excellence. C'est l'université de Tours qui vous envoie ici également pour la petite histoire. Nous sommes accompagnés, je vais vous demander de prendre le micro, chers amis étudiants, étudiantes. Alors, nous avons Elsa, voilà le micro bien devant la bouche. Bonjour Elsa. Bonjour. Nous avons également ici Rémi qui n'a pas de micro. Enfin, on va lui passer un petit micro. Voilà. Rémi, bonjour. Ça va bien? Bonjour, ça va. Très bien. Rémi, ensuite j'ai Marion à tes côtés. Bonjour Marion. Bonjour. Ça va? Ça va. On est bien là sous le soleil? Ça va. Bon, nous avons également Ariane qui est avec nous et sa casquette sur la tête. Bonjour Ariane. Bonjour. Alors bien plus près de la bouche le micro. Bonjour. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et enfin notre ami Sébastien, tout au bout là-bas. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors restez là puisque vous allez nous parler de vos projets. Vous êtes étudiant en master humanité numérique au sein de l'université de Tours. Vous étiez pas en cours ce matin mais en train de travailler à la maison. Et vous êtes là, enfin j'espère en tout cas. Surtout s'il y a votre prof, on dira que vous allez travailler. Elena Pirazzo, avant de commencer par les nouveaux métiers, nouvelles pratiques pédagogiques, donc au service de cette valorisation du patrimoine, est-ce qu'on peut juste présenter le campus des métiers et des qualifications d'excellence? C'est pas forcément connu du grand public et c'est véritablement la structure qui permet de valoriser toute cette beauté patrimoniale. C'est un peu ça. Qu'est-ce qu'on peut en dire en quelques secondes, Elena? Donc, c'est une structure qui est rattachée à l'université de Tours, Okay. et avec laquelle les centres supérieurs d'études de la Renaissance, dont je fais partie, est en collaboration constante et qui vise à valoriser justement les métiers qui sont un peu perdus, qui sont liés au patrimoine. D'accord. Donc, on travaille avec les écoliers, avec les lycéens et on fait toute une série de projets de valorisation de ce type d'initiative. Donc, par exemple, sur la couture de la Renaissance, sur la restauration, sur l'alimentation, sur l'architecture, tout ça. Et la Renaissance, c'est votre credo, si j'ai bien compris. Tout à fait. Ma formation, c'est en littérature italienne de la Renaissance et après, ça est devenu humanité numérique. Donc, évolution de ma recherche et de mon profil professionnel.
de la littérature au numérique. Je trouve ça assez extraordinaire de se dire que finalement, en région Centre-Val de Loire, on a une structure telle que celle-ci et que l'on parle d'humanité numérique. Humanité, ok, numérique, ok, mais moi, de prime abord, je trouvais ça assez étrange, l'association des deux. Et pourtant, c'est ça hein, l'objet de ce rendez-vous. C'est le numérique au service du patrimoine, donc d'une certaine manière de l'humanité. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut présenter votre travail de professeur en humanité numérique ? C'est pas au service de l'humanité en sens de On l'entend. l'humanité, mais c'est l'humanité au pluriel. Ça veut dire les recherches et les disciplines humaines, la littérature, l'histoire de l'art, la philosophie. Donc toutes les sciences auxquelles on fait référence quand on parle des lettres, des choses comme ça. Donc c'est ça, c'est une traduction de digital humanity, si vous voulez, d'étiquette à l'anglaise. Mais donc c'est humanité numérique, mais c'est au pluriel. C'est au pluriel, d'accord. Donc finalement l'art au sens large, hein, tout ce que l'on peut mettre en exergue au niveau de l'art. Et on va en parler. Quand on parle de nouveaux métiers, nouvelles pratiques pédagogiques, qu'est-ce qu'on entend par là ? Parce que c'est le titre de cette conférence cet après-midi. Tout à fait. On verra tout à l'heure que nous, on forme des jeunes qui sont capables de valoriser le patrimoine par les biais de jeux vidéo, de création des guides numériques, des sites, des applis. Et donc les patrimoines, ça veut dire tous, ça veut dire les encres de la Renaissance dans les petits manuscrits, donc la recette qui fait les encres, jusqu'au bâtiment, jusqu'à Chambord. Donc on travaille avec les châteaux Chambord, par exemple. On en parlera de Chambord d'ici la fin d'après-midi, puisque nous avons une conférence avec la responsable de la communication du pôle marketing. Donc c'est intéressant en guise d'introduction. Je vous remercie, ça me permet de faire un petit teasing, vous voyez, Elena. Est-ce qu'on va laisser la parole à nos jeunes étudiants, puis je reviendrai vers vous juste après. Mais d'abord, quels sont ces nouveaux métiers ? Parce que nouveaux métiers, ça veut dire quoi ? Des métiers qui n'existaient pas avant et tout cela permet l'émergence de nouvelles activités ? Oui, en fait, c'est pas évident quels sont les métiers qu'ils vont faire après. Donc, c'est pas qu'on forme quelqu'un qui a une étiquette précise, mais c'est quelqu'un qui s'est présent comme capable de médier la culture dans un domaine numérique dans toutes ces manifestations. D'accord. Et les choses qu'ils vont vous présenter vous donnent une idée un peu de ces nouveaux métiers et de la nouvelle pédagogie. C'est ce qu'on appelle la pédagogie par projet. On est en Master 1, on crée des groupes d'intérêt et chacun a une année pour développer un projet d'intérêt patrimonial et scientifique parfois, donc c'est à côté de recherche de chercheurs du laboratoire et qui fait pour le grand public, donc des médiations. Donc c'est un peu ça. Ils font le lien entre le grand public et vous, les professionnels. Tout à fait, de la recherche et du patrimoine, de la conservation de patrimoine et de la valorisation du patrimoine. Et Dieu sait que c'est important en tous les cas et on est très fiers d'en parler très clairement cet après-midi parce qu'on est très attachés à cette richesse patrimoniale. Alors je vais donner la parole, Elena, si vous le permettez, à Elsa. Je l'ai présentée il y a quelques instants. Alors toujours pareil, hein, Elsa, le micro bien près de la bouche. Voilà. C'est toujours assez déstabilisant quand on n'est pas habitué à parler à un micro, mais enfin, ça s'apprivoise assez vite, hein, c'est bien. Alors, Elena, vous travaillez sur... donc, je rappelle que vous êtes étudiante en master humanité numérique, hein, c'est bien ça. Donc, Elena est votre professeure, entre autres choses. Elle vous accompagne sur un projet. Je vais vous laisser nous en parler. C'est le projet MUR, M-U-R. Qu'est-ce que l'on peut en dire ? Parce qu'elle vous a entraîné à pitcher, hein, donc a priori, ça doit le faire, là. Donc, nous, notre projet, on est 3 étudiants. On fait un musée virtuel sur la musique de la Renaissance. Donc le but est de valoriser le patrimoine matériel et immatériel donc de la musique à cette période historique. Il prend la forme d'un site internet implémenté sur Musi2R sur la plateforme Transmedia Lab. Donc on n'est pas des spécialistes de la musique, mais on travaille avec l'équipe Richercar des musicologues. Donc j'imagine, pardon Elsa, mais ces musicologues sont celles et ceux qui font des recherches pour déterminer quelle était la musique durant cette période de la Renaissance, c'est ça ? C'est ça. Ouais, d'accord. Et ça nous aide aussi à avoir une base de connaissances. Bien sûr. Pour ne pas raconter n'importe quoi. Ah bah c'est mieux quand même. C'est mieux. Et quoi d'autre, pour poursuivre ? Donc le musée prend la forme de 3 sections. Donc d'abord une section consacrée aux compositeurs et leurs œuvres musicales. D'accord. Ensuite les instruments de musique avec un modèle 3D de ces objets. Et enfin les musiques du monde. Donc c'est plus pour ouvrir
sur d'autres horizons que proprement l'Europe. Ah, c'est bien. Donc l'idée, c'est d'aller vers une diversité culturelle aussi, d'autres cultures musicales, c'est ça? C'est ça. Pour ouvrir l'esprit, quoi. C'est ça. Vous n'êtes pas uniquement sur la Renaissance. Donc c'est le projet MUR, M-U-R. C'est ça. Et qu'est-ce que vous allez en faire de ce projet? C'est un projet qui s'inscrit dans le processus d'études et après? Après, il peut être agrandi, Ouais. puisque à notre échelle, on a peu de données qu'on valorise, mais il peut être agrandi. La base de données peut s'élargir, on peut envisager... D'accord, ok. Donc ça veut dire, Elena, que ce projet va être pérennisé, bien sûr, va Tout à fait. s'inscrire Il sur va la durée. exactement, on parlait de la plateforme Transmedia Lab, D'accord. où il va être abrité à la fin et D'accord. donc mise en Transmedia. valeur Ouais. ensemble avec les autres projets produits par les labos. Voilà. Ok, très bien. Oui. Donc c'est bien, Elsa, parce que là, vous êtes en train de créer, je vais donner la parole à vos camarades, quelque chose qui va durer dans le temps, qui va être exploité, qui servira à tous finalement. Donc c'est plutôt une bonne chose. C'est bien de les faire travailler. J'imagine que vous êtes un peu responsable de tout ça, Elena, en tout cas. Mais c'est bien, c'est bien. C'est le projet MUR, hein, voilà, Elsa. On a fait le tour, je crois. Une seule chose à rajouter, Ouais. c'est que vous voulez rajouter la question de Elsa, l'accessibilité. Oui, alors notre public est vaste. Ouais. Mais on vise aussi particulièrement les publics empêchés, notamment pour les personnes non-voyantes. Très bien. Donc on veut que le site soit lisible par un lecteur d'écran. C'est bien. Donc c'est vraiment essayer d'être le plus large possible. Quand on parle d'accessibilité, là pour le coup, l'idée c'est presque de n'exclure personne, autant que faire se peut. C'est pas forcément évident, mais c'est ça, Elena, l'idée c'est... Tout à fait, justement. Vu que les humanités numériques visent à démocratiser la culture et les patrimoines, Ouais. c'est aussi pour les personnes qui n'ont pas forcément un accès immédiat Ouais, c'est ça. aux objets. Ouais, c'est ça. Très bien, très bien. Merci Elsa. En tout cas, je vais donner la parole à présent à notre ami Rémi. Rebonjour Rémi. Rebonjour. Je vais me décaler un petit peu. Voilà. C'est bien parce que ça me fait faire de l'exercice aussi. Hein, il y a un petit mouvement de rotation. Alors Rémi, vous êtes sur le projet PatriTour. C'est ça. Alors Tours pour la ville de Tours, bien évidemment. Bien sûr. Évidemment, ça ne se passe pas à Marseille, hein, si j'ai bien compris. C'est à Tours. Alors de la même manière, j'ai demandé à Elsa de pitcher ce projet d'étudiants sur lequel vous êtes. Qu'est-ce qu'on entend par PatriTour? Alors le projet PatriTour, c'est un projet que je fais avec 3 autres de mes camarades. Il y en a D'accord. un d'ailleurs qui est en train de nous regarder en direct. Ok, on lui fait un petit coucou. Salut à toi. Donc ce projet en fait a pour objectif de mettre en valeur les différents patrimoines que l'on trouve dans une partie de la région Centre-Val de Loire Ok. à travers une institution qui Ouais. est la course Paris-Tour. Ok. Pour ce faire, nous avons fait un site internet et une carte avec différents points d'intérêt, avec des éléments patrimoniaux différents. Ça peut être la cathédrale de Chartres, ça peut être différents hôtels particuliers dans la ville de Tours, ou alors des dolmens, différents. Ah mais finalement des c'est moulins. très large, hein, Ah, c'est pas c'est- exclusivement Puisqu'en Tourangeau fait, quoi. Voilà, puisqu'en fait c'est sur le long du tracé de 2021 Alors on va rappeler que Paris-Tours c'est une course cycliste, hein, c'est qui ça? part de Chartres, Voilà. comme son nom ne l'indique pas malheureusement, et qui va jusqu'à Tours. Ouais. Donc les personnes qui... Alors ça peut être les curieux, simples curieux, ou alors les baroudeurs qui ont l'habitude de faire les tracés l'été sur nos routes de France, peuvent venir sur le site, voir le tracé et voir différents éléments qu'ils peuvent trouver le long du tracé. Ouais, d'accord. Autre patrimoine aussi qu'on va mettre, puisque la course elle date quand même de 1896, c'est l'intérêt il y a un intérêt aussi de patrimoine sportif, puisque la course on est à je ne sais plus exactement la combienième édition, mais c'est quelque chose qui est... Bah alors Rémi, on n'a pas révisé? J'ai mal révisé. Donc c'est quand même il y a eu beaucoup d'événements et on va aussi mettre l'intérêt patrimonial sportif, puisque le sport a aussi du patrimoine à mettre en valeur. Bien sûr. Alors Elsa, ça aussi, ça fait partie de l'humanité, au pluriel, les références sportives historiques à l'instar de cette course. Exactement, parce que le sport, ça représente une valeur, quelque chose de patrimoine immatériel, hein, comme c'est la musique, comme ça. Donc c'est quelque chose qui nous permet aussi d'entrer dans la nature, entrer dans les patrimoines et découvrir le long du parcours des monuments, des moments et de l'histoire qu'il y a sur la rue. C'est ça. Donc comment a évolué notre région dans les périodes Très bien. considérées. Et de surcroît, un événement sportif, le vélo, c'est très populaire en France. Après le football, je crois que c'est il me semble
semble, le deuxième sport, si je ne raconte pas de bêtises, qui fédère le plus. Et on le voit avec le Tour de France, hein, plus d'1 milliard de téléspectateurs. Donc je pense que c'est intéressant aussi de rebondir sur un événement populaire qui est cette course cycliste et mettre tout ça en évidence. C'est un travail de titan, j'imagine, comme nous l'a expliqué indirectement Elsa. Il y a un travail de recherche, Rémi, à faire. Il y a surtout un travail de tri, puisqu'on est parti de la liste des monuments de France. Ouais. Et il faut ensuite rapetissir, malheureusement faire des sélections, puisqu'on peut pas. Il y en avait près de 900, on en a réduit à 400, donc quand même. C'est un peu frustrant, ça. Hein. Ouais, on ne peut pas parler de tout, quoi. Malheureusement, on ne voudrait pas qu'il y ait d'hierarchie entre les monuments. Mais oui, mais bon. On est bien obligé, sinon le site ne peut pas fonctionner normalement, il serait beaucoup trop lourd. Et où est-ce qu'on pourra donc découvrir ça? Il y a un site, il y a un endroit, il y a un lieu, soit numérique ou physique? Alors, il y a un site internet qui n'est pas accessible pour l'instant puisqu'il est en travaux. Ouais, tous les jours, on modifie des choses. Après, dans l'idéal, en fait, on a déjà pris contact avec la municipalité de Tours, que je remercie pour certaines infos bien précieuses qu'ils nous ont fournies. D'accord. Et dans l'idéal, en fait, c'est de leur donner pratiquement le site, puisqu'ils y sont très intéressés pour eux aussi l'exploiter, l'utiliser et mettre en valeur cette course. Ça, je pense que c'est très exaltant quand on est étudiant de se dire que ce travail-là intéresse aussi les collectivités. Se dire qu'il ne va pas durer qu'un an et qu'il peut aller beaucoup plus loin, plus d'éditions. C'est ce qu'on disait avec Elsa, hein, ça va s'inscrire dans la durée, tout cela. Hein. Elena, je reviens vers vous brièvement. Mais l'objectif, c'est ça, voilà, c'est la pérennité de ces projets. Il ne faut pas que ce soit sur du court terme. Exactement. Notre idée, c'est vraiment de faire un impact dans les patrimoines locaux, mais national et international, pour créer effectivement une continuité, donc pas que ce soit quelque chose d'éphémère. Ouais, c'est ça. On ne veut pas de l'éphémère, hein. On veut de l'ancrage. Hein. Sur la durée, voilà, l'ancrage territorial et sur la durée. Merci Rémi, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour. Tu voulais rajouter autre chose? Non. Ça va, tout va bien cet après-midi? Vous êtes bien là au soleil? Très bien, très bien. Bon, c'est parfait, hein. Prendre la vitamine D, c'est très bien. Je vais donner la parole à présent à Marion, c'est bien ça, Marion. Alors Marion, qui est elle aussi étudiante en master humanité numérique. Et vous, Marion, vous travaillez sur un projet Chartres par cœur. Là aussi, on va mettre quoi en évidence? J'imagine qu'on va parler de la cathédrale, forcément, et pas que. On parle de la cathédrale, mais en particulier plus de la clôture de chœur de la cathédrale. Alors approchez bien le micro de la bouche et essayez de ne pas bouger la main. Voilà, c'est pas évident. Hein. D'accord, ok. Donc la cathédrale, elle est bien connue, la clôture de chœur, beaucoup moins. Ouais. Nous, on essaye de valoriser toute son histoire, son iconographie. On a une 40aine de scènes en rapport avec le Christ, Marie. Et nous, on voudrait que tout le monde puisse y avoir accès de façon ludique et intéresser vraiment toute la famille. Donc nous, on a créé un site internet avec des jeux. Ok. Donc on a créé des QCM. Alors il est en ligne ce site? Il est en ligne. D'accord. Est-ce qu'on peut donner l'adresse? Profitons-en, hein, puisqu'on en a là. On peut ou pas, non? Oui. Après, il n'est pas fonctionnel à fond. Ah, d'accord, ok. Donc on la donnera peut-être. L'annonce de ces projets sera au mois de juillet, donc ils ont encore un peu de temps pour la perfectionner. Non, pas encore. Okay. Le mois prochain. Je vois la directrice de l'université qui faisait signe. Non, donne pas l'adresse. Non, je plaisante. D'accord, donc poursuivez, Marion. Donc nous, on a décidé de faire des QCM, donc de manière chronologique et thématique. Ouais. Donc soit les gens suivent le tracé de la clôture de chœur, soit ils décident de s'intéresser seulement aux sculptures, aux ornementations ou d'autres choses. Donc les QCM, c'est pour générer de l'interaction, bien évidemment. Voilà. L'idée, c'est de ne pas être passif ou inerte, mais de générer de l'action de la part du public. Ce sont des jeux qu'ils peuvent faire directement sur place, donc à la cathédrale, ou chez eux, à partir d'un ordinateur. Ah, on pourra le faire dans la cathédrale? Sur son téléphone. Sur son téléphone, c'est génial. C'est génial. Comment mettre, là encore une fois, l'évolution numérique à l'avantage de toutes ces belles choses dont on parle. Est-ce qu'il y a autre chose à pitcher, Marion? Donc à côté, on a aussi d'autres petits jeux plutôt pour les enfants, pour les faire aimer tout ce qui est patrimoine. Donc on va avoir un memory, un motus. Donc celui où on doit trouver des mots en rapport avec la clôture de chœur. Ah oui, comme l'émission à la télé, voilà, la même chose. D'accord, ok. Et enfin, un jeu qu'on appelle un hotspot. En gros, on a une image, on a une question et on doit retrouver le point qui correspond sur l'image. Donc si on a une scène de l'Ascension, on vous demande de cliquer sur le Christ. Ok. Voilà. Bien, puis ça permet aussi de tester ses connaissances. Exactement. Et tester ses connaissances, Elena, mais Kamel, aussi, encore une fois, oui. Kamel, est-ce que je peux vous déranger deux petites minutes? Je vais vous expliquer ce qui va se passer
En plus, on va vous laisser continuer à débattre. Ouais. On va juste rajouter vos micros dans la façade Très bien. du Carpodium. Super. Donc vous pouvez conserver bien évidemment les casques, mais en plus du casque, les personnes qui sont un petit peu partout autour des différents stands vont aussi pouvoir entendre Youpi. la conférence et le Très bien. débat. Ce sera Ok. beaucoup plus C'est simple mieux. pour tout le monde. Ok. Voilà. Et vous, par streaming, il n'y a pas de problème de casque, vous continue. pouvez Ouais. continuer à assister au débat. Merci. Désolé de vous avoir coupé. Non, je t'en prie, merci. je t'en prie. Alors, je le disais, Marion, on évoquait que ça permet de tester ses connaissances, ses QCM, ses interactions, mais aussi, Elena, la question qui vous revient, apprendre. Parce que l'objectif, c'est de découvrir, d'apprendre, de s'enrichir. Et puis, d'une certaine manière, j'ai envie de dire, de sortir de chez soi et de se dire que, voilà, pas très loin de chez moi, que ce soit dans ma région ou dans ma ville, il y a plein de choses à découvrir. Il suffit d'ouvrir les yeux, il suffit d'être curieux et on peut Et générer d'avoir un téléphone. et d'avoir un téléphone. Hein, c'est ça. Hein. L'idée, c'est justement de donner Voilà. aux membres d'une famille quoi faire pendant une visite. Donc, les adultes, normalement, admirent des choses, les enfants s'ennuient un peu. Ouais. Et donc, avec ça, on les tient interactives, intéressés, engagés. Une autre chose à dire, par exemple, du projet des Marion, Oui. c'est qui est lié à un projet de recherche qui est financé par la région Val-de-Loire et sur la cathédrale de Chartres. Donc, c'est un projet de recherche, donc c'est un volet de vulgarisation de ces Très bien, recherches. très bien. Donc ce projet s'inscrit dans ce projet de Exactement. vulgarisation. Tout à fait. Très bien, très bien. Donc, c'était intéressant de dire que voilà, ça prend C'est vraiment un une grand dimension. projet, tout à fait, Ouais. financé sur plusieurs années de valorisation de la cathédrale de Chartres, dont les étudiants ont développé cette volet qu'on appelle jeu sérieux. Donc c'est un jeu D'accord. qui nous permet Serious game, hein, c'est ça. Serious game, exactement. C'est vrai que quand on traduit en français, c'est autre chose. Mais jeu sérieux, c'est exactement ça. Il est presque 15h, mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de nous avoir rejoints, que vous soyez sur le site humantechdays.fr, la chaîne YouTube ou la page Facebook, puisque vous suivez cette première conférence cet après-midi à l'occasion de cette tournée 2022, ici sur ce Carpodium de la région Centre-Val de Loire, et plus exactement dans la très belle ville de Blois. Nous parlons de nouveaux métiers, nouvelles pratiques pédagogiques au service de la valorisation du patrimoine. Je suis entouré d'une professeure en humanité numérique et de quelques étudiants et étudiantes. On poursuit la présentation de ces projets. Merci en tout cas Marion. Et Ariane, c'est à vous que je vais m'adresser. Alors vous, Ariane, vous êtes sur le projet Renaissance Encre. J'articule de façon à ce que l'on comprenne bien que c'est le mot encre qui nous intéresse, d'autant que vous travaillez en direction des jeunes, hein, c'est ça? Exactement. Nous, en fait, notre projet, il a été commandité par le CNRS. Alors, c'est le Centre de recherche national, mais scientifique, pas spatial. Ouais, c'est on ça. lance pas des fusées dans l'espace avec de l'encre. On fait un petit aparté, mais parce que tout à l'heure, je vous ai dit, mais ça ne peut pas être le CNRS recherche spatiale, parce qu'il y a le CNRS aussi à Toulouse, et c'est là où Elena me dit, mais non, c'est scientifique. Et je comprends mieux la logique, vous voyez. Voilà. Ok. Poursuivez, Ariane. Ouais. Donc en fait, le projet, il s'inscrit dans la continuité de recherches qui ont été faites sur les encres à la Renaissance et comment est-ce que les encres, leur composition et la manière dont elles ont été utilisées pourraient servir à dater des documents ou à les identifier géographiquement. Et nous, on nous a demandé de faire en sorte de rendre ces recherches un petit peu obscures, plus accessibles au public. Et on a choisi un public scolaire, on va dire 10, 11, 12 ans. Donc ça va être à partir des du écoles primaires, CM1, hein. CM2, quelque chose comme ça. D'accord. Et donc on a décidé de faire des petits jeux vidéo accessibles sur un site en ligne qui est lié au projet, qui va permettre en fait à une classe de travailler tous ensemble. Donc on a un petit côté cohésion d'équipe aussi qui est sympathique. Ouais, c'est pas mal, c'est très tendance à la cohésion. Très tendance la cohésion d'équipe. Et donc le but c'est de véhiculer ces informations scientifiques de manière ludique. Donc on a une frise chronologique à remplir pour comprendre l'évolution de l'écriture et de l'encre. On a un memory qui permet de mémoriser finalement des personnages, ça va être des botanistes, ça va être des imprimeurs, des gens qui sont en lien avec le monde de l'encre à la Renaissance, mais aussi des plantes qui ont permis de créer des pigments et des ingrédients colorés. Ah oui, les recherches vont très loin, quoi. Les recherches vont très très loin. Et les jeux les plus complexes et les plus aboutis, qui sont un petit peu notre fierté, s'appellent Créatio et Colorama. Et en fait, il faut suivre des recettes d'encre de la Renaissance et tenter de reconstituer des pigments, mais aussi des encres pour écrire. Et attention, il y a un petit piège, on a aussi mis une recette de confiture de coin de la Renaissance.
Ah bah ça va nous plaire. Ça c'est la petite cerise sur le gâteau, en tout cas la petite confiture sur le gâteau. Alors je ne savais pas, Elena, qu'on en apprend tous les jours. Hein. C'est aussi l'intérêt de ces conférences, c'est de s'informer, de se cultiver. Je ne savais pas que l'encre jouait un rôle prépondérant aussi dans l'histoire. Là, en l'occurrence, la capacité qu'ont les chercheurs à aller faire de la datation par le prisme de l'encre, c'est quelque chose d'assez singulier, non ? Tout à fait. L'analyse des documents anciens, c'est un travail très interdisciplinaire qui a besoin de l'apport de sciences différentes, de la botanique, mais aussi de l'ADN du parchemin, par exemple, qui est la peau des animaux qu'on utilise. D'accord. Donc, il y a énormément de recherches sur la culture matérielle qui utilisent les numériques pour valoriser, pour dater, pour découvrir ces documents. Non, mais c'est vraiment très impressionnant quand on vous écoute parler, hein, toutes et tous. Nous, grand public, dont je fais partie, hein, je le dis franchement, c'est pas forcément des choses auxquelles on s'y intéresse, mais voilà, quand on s'y intéresse, quand on tend l'oreille, quand on lit, on se dit waouh, ça va vraiment loin. Mais c'est cette richesse mondiale, hein, c'est cette présence de l'humanité depuis des siècles. Là, en l'occurrence, on parle de la Renaissance, mais on pourrait aller beaucoup plus loin. En tout cas, c'est le projet Renaissance-Encre, hein, c'est bien ça. Renaissance-Encre, très bien. Le petit jeu de mots, Renaissance et encre. Oui, on avait compris, Renaissance, mais c'est bien. On a ces jeux de mots. Hein. Moi, ça va, je valide. Hein. On ne m'a pas demandé mon avis, mais je valide quand même. Hein. Merci Ariane, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, on va donner la parole, Elena, à notre dernier étudiant. C'est notre ami Sébastien qui a attendu sagement son tour. Alors, Sébastien, mets bien ton micro devant la bouche. Ça va, Sébastien ? Oui, ça va. Le soleil ne te cogne pas trop l'esprit ? Si, un peu. Je vois. Je me dis, il a l'air un petit peu assommé. On va faire vite. Il nous reste encore quelques minutes. Alors, toi, ton projet, c'est Mission Orim Pat. C'est ça. Alors, Orim, O-R-I-M, Pat, P-A-T. Oui, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec les chats ou les chiens. Non. Pas du tout. Non. Alors, explique-nous. Du coup, OrimPat, c'est une application qui est à destination des téléphones pour un public visé de collégiens, donc 3e, 4e. Alors, garde bien ton micro dans l'axe de la bouche. Voilà, merci Sébastien. 3e, 4e. Et c'est commandité par le campus d'excellence PatMat. Ah, donc le PAT, c'est PatMat. C'est ça. Ok, d'accord. Et c'est aussi pour patrimoine. Aussi pour patrimoine. Du coup, OrimPat, c'est orientation, métier, patrimoine. Orientation, métier, patrimoine, d'accord. Donc voilà, c'est une application qui est destinée aux collégiens, là où ils commencent à se questionner sur leur orientation. Et le but, c'est de mettre en avant les métiers du patrimoine, de la culture et de la restauration qui sont peu mis en avant et qui sont très demandés en ce moment. Et pareil, Sébastien, pour vous, enfin vous personnellement, peut-être aussi les autres étudiants qui vous accompagnent, et on a vu, hein, c'est le dénominateur commun entre toutes et tous, il y a toujours un travail de recherche de fond ou d'association. On a parlé tout à l'heure de musicologues. C'est ce qui fait aussi l'intérêt de ces projets, aller chercher des informations, aller prendre contact avec d'autres. Oui. Un peu. Oui, un peu. Un peu. Et Elena, qu'est-ce qu'on peut dire sur OrimPat, puisque Sébastien nous disait, nous, on va aller chercher des jeunes collégiens, donc des jeunes. C'est le futur, donc ce sont les générations de demain, et ce sont elles qui, du coup, diffuseront les infos au grand public, qui seront sans doute à votre place dans un avenir proche. Il faut aller les chercher. Donc, avec la collaboration avec les campus des métiers et du patrimoine, et effectivement, on travaille avec les lycées des professionnels, et on met en valeur toutes ces professions comme les tailleurs de pierre, la couture, les métiers de la restauration, tout ce qui peut effectivement mettre en valeur des métiers qui ne sont pas, notamment pas dans le visuel des étudiants, mais effectivement sont très recherchés, sont très en lien avec un savoir-faire qui nous a amenés au patrimoine qu'on a aujourd'hui. Et que pensez-vous de ce patrimoine? Alors, que peut-on dire véritablement de ce patrimoine que nous avons dans la région, même si vous voulez ouvrir et être plus large? C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, de rare, parce que là, pour le coup, la période estivale arrive, et vous allez tout de suite comprendre là où je veux en venir, c'est que cette période estivale permet aussi à d'innombrables touristes du monde entier, surtout que là on est sorti de la période Covid, de venir découvrir nos châteaux, tous ces édifices. Il y a vraiment quelque chose à faire, à mettre en place, à davantage développer. On l'a vu avec le numérique pour
Tout à fait. pour En valoriser, fait, quoi. la valorisation, c'est aussi de donner aux personnes qui visitent l'endroit des connaissances plus en profondeur. Donc, c'est pas simplement, on ne s'arrête pas à ce qu'on voit de la rue ou qu'on peut voir en passant à vélo, mais on s'interroge et on essaie de voir la profondeur chronologique et des personnes et de l'histoire qu'on peut rencontrer sur nos pas et même pas sans le savoir. Donc, nos projets ont ce type d'objectif de mettre en valeur ce type de travail. Et en tout cas, ce sont des travaux assez exceptionnels dont ces 5 jeunes gens nous ont parlé en quelques minutes sur un exercice de prise de parole en public qui, pour le coup, n'est pas forcément facile quand on n'est pas aguerri à l'exercice. Donc, je vais quand même bien insister sur le fait qu'ils ont eu la gentillesse de venir. Donc, Elsa, Rémi, Marion, Ariane et Sébastien sont respectivement, je le rappelle, sachez-le, étudiants en master humanité numérique. On a découvert cette notion avec vous. Elena, vous vouliez rajouter? Il nous reste quelques instants, peut-être pour conclure. Nos masters sont au Centre d'études supérieures de la Renaissance, au CESR. Vous avez des dépliants dans l'un des stands, celui du campus de Campmat. Et nous, on vise, avec nos recherches et nos masters, de mettre ensemble la valorisation, les patrimoines, la recherche et des métiers nouveaux qui s'est mis en place pendant qu'on le fait. Donc, être effectivement au forefront, donc vraiment à l'avant par rapport à notre société et aux besoins de notre société. Voilà, c'est le Centre d'études supérieures de la Renaissance qui a été créé en 1956 et placé sous la tutelle de l'Université de Tours, du CNRS, donc le Centre national de la recherche scientifique. Il y a Ariane qui me regarde avec un petit sourire en coin, et pas spatial, on est d'accord, et du ministère de la Culture. Voilà, ce sont les 3 grosses structures qui créent, qui regroupe ce centre d'études supérieures de la Renaissance auquel vous êtes très fière d'appartenir, j'imagine, Elena? Je suis très fière de diriger, je suis la directrice. Et oui, d'être la directrice aussi, je ne l'ai pas précisé, mais vous en êtes surtout la directrice. Donc c'est dire l'honneur que vous nous avez fait d'accepter cette invitation. Et c'était un réel plaisir en tout cas de vous avoir. Merci à toutes et à tous. Et nous allons vous proposer d'ailleurs de pouvoir revisionner, si vous le souhaitez, cette conférence, je le rappelle, sur la chaîne YouTube de l'événement Human Tech Days. Alors la chaîne YouTube, vous tapez Human Tech Days. Sur la page Facebook officielle, vous pouvez liker, commenter, partager. Pareil, sur la barre de recherche Facebook, vous tapez Human Tech Days. Et puis enfin, il y a le site officiel, alors en un seul mot, bien évidemment, c'est humantechdays.fr. Et sachez que vous avez été vu par d'innombrables internautes qui sont là, juste en face de nous. Voilà, il y a les caméras, on peut leur faire un petit coucou. Merci à tous les 5. Elena, avant de se quitter, vous vouliez rajouter autre chose? Peut-être remercier des collègues? Tout à fait. Je remercie d'abord tous les autres étudiants qui ne sont pas là, qui ont travaillé. Et donc, je les ai choisis à la dernière minute. C'est très gentil d'être là. Et mes collègues qui supervisionnent, qui dirigent, qui encadrent tous ces projets des groupes et tous les stages qu'on fait. Donc, on a une belle équipe et on est fiers vraiment de travailler avec ce beau patrimoine et avec tous les partenaires culturels et sociaux avec lesquels on travaille. En tout cas, ça s'est entendu. Vous en parlez avec beaucoup de passion et tant mieux parce qu'on a besoin aussi de vibrer, voilà, de vibrer bien haut. Merci à tous les 5, c'est ça, voilà, avec moi ça fait 6. Je vous souhaite un bon après-midi et on va se retrouver d'ici 15h30, d'ici quelques minutes pour la deuxième conférence de cet après-midi. Le thème, c'est l'accueil au cœur de l'expérience touristique. 2 points, comment professionnaliser le conseil et l'orientation touristique par le numérique. Voici la problématique. Bien évidemment, nous y répondrons d'ailleurs avec Fabienne Lécuyer, directrice de la société Image à Tours. Et on va voir que là, pour le coup, le numérique est véritablement un effet d'aubaine pour la valorisation du patrimoine. Merci à toutes et à tous. Merci. Et puis à bientôt, j'espère. Merci. Et on se retrouve à 15h30.